wash to the floor was so lazy. Time gonna do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. In a subway train. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. This girl won't wait for the out of time man. T'as plus besoin de faire appel à un développeur pour lancer un site internet, même un codage complexe. Il y a énormément de logiciels, d'intelligence artificielle, de codage aujourd'hui qui le font très très bien. Et en quelques essais, en fait, tu peux aboutir à un site internet très fonctionnel et quasiment sans défaut. Et s'il y a des défauts, de toute façon, il y a juste à dialoguer avec l'intelligence artificielle pour lui demander de les corriger, les défauts. Donc, ouais, les conseillers juridiques aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, conseillers juridiques, les avocats, il y a déjà des intelligences artificielles spécialisées dans les conseils juridiques. Donc, beaucoup de conseillers juridiques, vous voyez, en fait, c'est surtout là où l'intelligence artificielle nous remplace en premier, c'est les métiers artistiques, les métiers de marketing, publicité. On pourrait dire quelque part qu'il y avait un côté artistique dans la publicité, mais surtout tous les métiers où on nous a dit que fallait faire des études pour les pratiquer, ces métiers-là. Oui, en fait, parce que c'est de cela dont je vais vous parler ce soir. Devenir assistant juridique, ça s'improvise pas. Voilà, tu commences en général à faire des études d'avocat et déjà à ce moment-là, tu peux devenir, rien qu'en faisant les études d'avocat, tu peux devenir conseiller juridique et puis après, tu peux devenir avocat. Il y aura bientôt, je suis persuadé, alors pour l'instant, il y aura toujours des avocats au tribunal, mais je suis persuadé que des avocats font déjà appel à des intelligences artificielles en leur donnant simplement, pareil, des données pour préparer une plaidoirie, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Les médecins, voilà, sont déjà dépassés en grande partie par l'intelligence artificielle. La science, la recherche aussi est en énorme bond par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a besoin de moins en moins de chercheurs parce qu'une intelligence artificielle, elle travaille jour et nuit et surtout 1 million de fois plus rapidement pour tester des combinaisons, par exemple, ou recroiser des données que ne pourraient le faire les êtres humains. Il y a vraiment tous les secteurs qui sont bouleversés, mais en premier, chose incroyable, hein. En premier, c'est ce que j'appelle, moi, les métiers de cerveau, quoi. Les métiers où il faut cogiter, les métiers où il faut avoir des connaissances, les métiers où il faut avoir une formation pointue. Tous ces métiers-là sont en train de passer à la trappe. J'ai mis quoi? Oui, assistance juridique, j'avais mis en bas. Les agences de voyage. Les agences de voyage, c'est pareil, c'est en train de fermer à l'appel. Tu as des agents IA pour les agences de voyage où tu vas dire où tu veux partir, hein, quand tu veux partir, et puis l'agent IA, il va te trouver ton hôtel, ton avion, si tu prends l'avion, il va te trouver les meilleurs prix, mais en plus de ça, il va aller fouiller, par exemple, dans tes préférences sur Booking. Si tu as mis des commentaires sur Booking, par exemple, la chambre était bien, mais j'aimais pas, j'en sais rien, moi, les volets roulants, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein. Eh bien, l'intelligence artificielle sait déjà que tu n'aimes pas les hôtels, par exemple, avec des volets roulants. Voilà, c'est peut-être un exemple pourri, mais c'est celle que j'ai trouvé là. Eh bien, elle va intégrer ça dans sa recherche. Et ça, les agences de voyage ne le savent pas. Voilà, il y a toujours des détails que tu vas oublier de dire à une agence de voyage, par exemple. Et puis, ça, l'intelligence artificielle peut aller fouiller directement dans tes habitudes pour te faire des propositions qui correspondent beaucoup mieux à ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc j'en oublie plein. En fait, j'en oublie plein. Il y a énormément de métiers qui sont en train d'être transformés. Je vous dis, derrière, malheureusement, c'est beaucoup de métiers manuels, manutention. Et par exemple, là aussi, vu que les livraisons augmentent tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui vont commander sur Internet parce qu'en plus, en parallèle de ça, on trouve de moins en moins de choses dans les magasins et sur des trucs bien spécifiques. Malheureusement, ça va se trouver que sur Internet, à moins de faire parfois des centaines de kilomètres pour aller le chercher dans un magasin spécifique. Mais aujourd'hui, les livraisons sont en hausse. Et alors, le livreur qui vient te mettre ton truc dans la boîte aux lettres, à la rigueur, ça, je pense que ça va continuer encore. Mais les transporteurs ont énormément de soucis à se faire. Je ne sais plus où c'est aux États-Unis et en Australie, je crois, ils sont en train de développer des camions
qui sont conduits tout seuls. Et là, c'est pareil, ça va leur permettre, mais d'augmenter la rapidité des livraisons, parce que un chauffeur poids lourd, par exemple, quand il traverse l'Europe, le chauffeur poids lourd, il doit s'arrêter à certains moments, ouais, parce qu'il est fatigué, parce qu'il doit dormir. Il y a le truc avec le disque, là, ils n'ont pas le droit de travailler un certain nombre d'heures d'affilée, ils doivent automatiquement s'arrêter, sinon ils ont un mouchard à l'intérieur du camion qui les balance. Et là, mettre sur les routes des camions qui sont entièrement conduits de manière automatisée, mais en fait, le mec s'arrête pas pour dormir, quoi. Le camion, il trace. Il trace tout simplement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le camion, il trace. Faudra peut-être encore qu'il y ait quelqu'un pour mettre du carburant à l'intérieur, mais même ça, je pense qu'à un moment, ils vont réussir à régler le problème. En fait, là, actuellement, le bouleversement, on est vraiment à une nouvelle révolution, on pourrait dire industrielle et surtout technologique. C'est quelque chose d'inédit là qui est en train de se passer dans l'histoire de l'humanité. Ça est en train de tout bouleverser. Euh, à quoi va-t-il servir de faire des études demain, si ce n'est pour travailler justement dans l'intelligence artificielle, dans le développement, dans les machines? Il n'y a pas beaucoup de métiers qui vont y survivre. Alors j'ai envie de dire, si encore la cuisine, cuisinier, enfin je sais pas, je vais vous donner la parole par rapport à ça, parce que c'était une liste non exhaustive et j'oublie encore certainement énormément de secteurs. Donc je vais vous donner la parole, vous allez me dire s'il y a des trucs auxquels vous avez pensé. Dans vos témoignages aussi, est-ce que vous avez déjà perdu votre emploi par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que vous craignez de le perdre demain? Et tout ça, on va vivre vraiment dans un monde très étrange parce que comme il va y avoir de plus en plus de gens qui vont perdre leur emploi, les gens vont avoir de moins en moins d'argent à dépenser, donc moins en moins d'argent pour faire marcher l'économie. Et là, on tire vraiment vers la médiocrité. Par exemple, moi, j'ai toujours dit, si j'achète un truc, je préfère payer un truc plus cher, mais si l'appareil, ou j'en sais rien, l'appareil ou l'outil en question, on va prendre l'exemple d'un outil, je préfère payer un peu plus cher pour avoir un outil qui va me durer, je sais pas, 20, 30 ans, et il n'y a pas besoin de le changer, que de payer pas cher, mais vraiment genre 10 fois moins cher. Je sais pas, on va dire par exemple un outil à 1 € et un outil à 10 €. Je préfère acheter l'outil à 10 € parce qu'il va me durer 30 ans. Tandis que l'outil à 1 €, lui, il va durer un mois en général et après, il est pété. Il faut le remplacer. Alors, il coûte moins cher. Mais en fait, au fil de ta vie, tu en as acheté 30 des outils à 1 €. Et le fait, pardon, le fait que justement, il va y avoir des vagues de licenciements, des vagues de chômage, ça va tirer vers la médiocrité parce que l'outil à 10 €, les gens vont pas pouvoir l'acheter. Donc, il va y avoir des achats de trucs qui sont, qui sont complètement à obsolescence programmée. On est déjà dans cette époque, on est déjà dans cette période, mais ce qui est en train de se produire, ça va amplifier ça. Ça va amplifier on va dire la médiocrité des produits qu'on achète. Du coup, je voulais réagir sur ton thème, et notamment vers la fin où tu disais pour les routiers, etc., on risque de perdre le boulot aussi. Aux États-Unis, oui, ça c'est sûr, parce qu'ils ont les axes routiers ça sera plus facile pour eux. Sauf que nous, en France, ce sera plus difficile de tout automatiser pour les camions super lourds, quoi. Et les seules choses qui pourront faire automatiser à 100% des camions super lourds, ça sera que sur des lignes, que sur des grandes lignes, on va dire, directes, Ouais. style Angers-Paris, tu vois. Là, c'est que de l'autoroute, facile, ça peut le faire. Mais pour tout ce qui est ramasse, etc., ça sera quasiment impossible à l'intelligence artificielle de faire certaines manœuvres ou d'accéder chez certains clients. Parce que, comme je te l'avais déjà dit, moi, je suis en fruits et légumes. On livre le marché de Rungis, principalement, et on livre le marché de Lyon. Et pour accéder chez les agriculteurs, il n'y a que nous, les gars de la région, qui connaissons les accès, où passer, prendre quel chemin pour atterrir au bon endroit, du bon sens, du bon côté, pour faciliter la manœuvre. Mais Et ça, ce sera. En fait, oui, dans un premier temps, je suis d'accord avec toi. Dans un premier temps, ton emploi, il va pas directement être menacé. Mais par exemple, si on prend le cas d'Amazon, Amazon, tout ce qui est métier de cerveau, marketing, relations clientèle et tout, boum, ils dégagent tout le monde. Après, ah ouais, tout ce qui est dans leurs entrepôts,
c'est en voie. Ils sont en train de robotiser les entrepôts au maximum. Donc même tout ce qui est manutentionnaire et on va Mm. dire logistique, en tout cas logistique d'entrepôt, ça c'est en train de passer à la trappe. Après charger, décharger les camions, c'est aussi en voie d'être automatisé. Donc en fait, ben, il y a même des endroits où c'est déjà automatisé d'ailleurs. En fait, ben, il va rester plus que ça. Il va rester plus que, bah, comme tu disais, d'abord, dans un premier temps, là où ça va être simple de mettre en place des camions sans chauffeur, surtout sur des très longues distances, parce que, en fait, le dernier coup, si tu regardes bien, qui va leur rester, c'est ça. C'est le transport. Le transport des marchandises, ils ont encore besoin de faire appel à l'humain. Et je suis persuadé, en tout cas, qu'ils vont au maximum aller dans le sens de l'automatisation. Et après, il restera les cas particuliers, comme ceux dont tu parles. Mais alors là, il est qu'une question de programmation parce que tu verras qu'ils vont vous foutre des mouchards dans vos camions quand vous faites des livraisons et qui vont analyser justement vos comportements de livraison, de justement il faut rentrer dans cette rue-là pour faire la marche arrière à cet endroit-là et tout. Et une fois que tous ces Ouais. comportements auront été convertis en données, mais ils vont vous éjecter. Ah, ça, c'est pas faux, ça. J'avais pas pensé à ce détail. C'est vrai que ça, ouais, effectivement. Bah, Mais bon, il y a. aujourd'hui, ce qui vaut énormément d'argent, c'est les données. C'est les données de comportement. C'est pour ça qu'il y a des cookies partout sur tous les sites Internet qu'on visite. Ils analysent nos comportements en permanence, en permanence. Et toutes ces données-là, ça se vend. Ouais. Donc tu vas voir que vos manières de manœuvrer, les routes que vous prenez, ils vont d'abord les analyser, peut-être pendant plusieurs mois, plusieurs années, et une fois qu'ils auront exactement tout ce qu'ils veulent au niveau des données, mais il y aura juste à programmer le camion pour qu'il ait ce comportement-là. Et puis là, bah, malheureusement, tu te feras éjecter aussi. Alors c'est pas pour demain, je te rassure, hein, je tiens pas à te faire flipper, mais Non, c'est pas pour non, bah demain, mais ça va venir. ça, je suis sûr que c'est pas pour demain. Parce que, enfin voilà, je peux te dire, les clients que je fais, c'est vraiment chaud. Tu passes entre deux bâtiments, il n'y a pas beaucoup d'espace. Euh, faut, faut vraiment connaître son camion, faut vraiment connaître l'endroit et avoir pas mal d'expérience de conduite. En gros, tu mets pas un débutant à faire les genres de manœuvres que je peux faire des fois. J'ai des clients, quoi. Ah Alors bon. après, peut-être qu'ils mettront soit des camions moins gros pour ces zones-là, mais plus de camions. Je veux dire, à partir du moment où ils peuvent mettre, où ils peuvent automatiser le truc, bah, mettre des camions plus petits pour livrer ces zones-là, mais au lieu d'envoyer un camion avec deux camions, un camion avec un chauffeur, bah, ils envoient deux camions avec zéro chauffeur dedans. Ouais, bah oui, non, mais ça, je suis d'accord. De toute façon, ils trouveront bien une solution. Et ce que je sais, c'est que ce sera pas maintenant. Donc, pour le moment, j'ai le temps encore de profiter. Mais par Ouais, contre, ça, bah, je te confirme ça dans les entrepôts parce que, bah, du coup, c'est pareil, j'ai accès à beaucoup les entrepôts pour d'autres livraisons que je fais. Et ça, l'automatisation, je l'ai vu évoluer à une vitesse, mais hallucinante, hein. Et, et du coup, bah, des fois, tu as plus de passages de chariot élévateur robot automatisé, là, que des fois, tu vois de mecs bah, sur son chariot élévateur, quoi. Donc, des fois, ça fait un peu flipper, je t'avoue. Bah, moi, je l'avais vu ça aussi. C'était bah, tout au début quand j'ai commencé à travailler en préparation de commandes. J'avais un listing, hein, et puis bah, je me baladais dans les entrepôts. C'était des grands rayonnages. Et puis tu sais comment c'est foutu dans les entrepôts. Il y a des adresses, tu vois, genre L1, L5, M4. Et puis tu te déplaces dans les rayonnages comme ça. Et c'est ce que je faisais avec mon petit listing. Bah, je prenais un produit, je le mettais dans le carton de mon chariot. J'avais un chariot avec un gros carton et je préparais ma commande. Et au fur et à mesure, ben, dans mon listing, je cochais. Voilà, ça j'ai pris, ça c'est coché. Après, j'ai vu l'évolution où on est passé avec les petites scanettes. Et puis après, Ouais, on a eu les chariots qui roulaient tout seuls, un petit peu comme des espèces de petites motos, tu vois, avec un panier à ouais, l'arrière. catégorie 1, ouais, les catégories 1, Ouais, et puis après, les autoportés. après, il y a eu les trucs carrément où tu leur parlais. Tu parlais, tu disais hop, ça c'est coché, tu vois, tu scannais, tu parlais au truc, tu disais oui. Après, il te disait l'adresse en audio. Il te Ouais, disait maintenant rendez-vous dans tel rayon, à telle rangée. Et puis là, il faut prendre 5 produits. Et puis tu y allais, puis tu scannais les produits, et puis tu répondais à la ok, machine, tu disais oui, c'est fait. ok. Ah bah moi je l'ai fait aussi ce métier-là pendant un moment. Rentrer chez moi, des fois, j'avais encore la voix dans ma tête. Je sais pas si toi, ça te le faisait. Oui, bah oui, 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 j'ai connu ça.
J'ai Et des connu fois, je sais ça. pas pourquoi tu avais envie de dire OK, mais il y avait aucun intérêt à le dire, quoi. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Et maintenant, en fait, t'as des chariots qui se déplacent entièrement automatisés avec des racks automatisés. T'as le chariot élévateur qui va monter à une certaine hauteur. Le rack, t'as des rails dessus qui vont avancer. Ça va faire tomber les produits directement dans le truc. Et puis à la fin, le petit robot roulant élévateur, ben, il amène la commande sur un tapis directement, tout en Ouais. automatisé. Et puis ça part à l'emballage. Tu vois, c'est. Bah, de toute façon, toutes les évolutions comme ça sont parties directement, justement, de tout ce qui est du service logistique, en fait. Ah, ça, c'est sûr, je pense que les informaticiens ne risquent pas de tous perdre leur métier, hein, Bah si, comparé les à d'autres. informaticiens, ils sont déjà en train de perdre leur métier, puisque même le codage maintenant passe par des intelligences artificielles. Donc Bah, t'es- même les t'es- informaticiens, ils sont mal barrés. On va dire à la rigueur les ingénieurs en robotique IA, plus IA que ouais, informatique, et, eux, ouais, ils ont de l'avenir. Mais sinon, au-delà de ça, informaticiens, développeurs, c'est en voie de disparition, hein. Je dis, dans les écoles, là, en Angleterre, il y a quelques années de ça encore, le codage qui était le plus demandé, c'était le Python. Aujourd'hui, ils sont moins de 1% à s'intéresser au Python en Angleterre, les étudiants. Parce que bah, t'as déjà des IA qui vont te coder tout ton truc, tout ton programme en Python. Tu as juste à demander ce que tu veux. Et puis, ouais, ouais, c'est le vibe coding où tu dis ce que tu veux. Et puis derrière, t'as ton code qui sort comme ça, qui se déroule. Après, tu testes. Après, tu modifies, mais tu as juste à dialoguer avec l'intelligence artificielle. Tu as juste à dire, voilà, il y a un bug à ce niveau-là. Et est-ce que tu peux gérer ça, tu vois? Et puis, en général, derrière, ça fonctionne. Après, il y a encore des latences, mais je vous dis, la vitesse à laquelle ça évolue, en fait, tous les problèmes, ils les corrigent assez rapidement, finalement. ouais, ouais. Non, mais clairement, sur ça, je suis d'accord. Et les problèmes, ils vont les corriger assez rapidement. Et comme tu dis, ça évolue à une vitesse que quand ça sera implanté quasiment partout, on se sera même pas rendu compte, ça se trouve, que ça sera tellement passé vite. Mais Ouais. il y a la médecine aussi qui avance quand même beaucoup au niveau de l'IA. Ça, je sais pas si tu l'avais remarqué, mais la médecine font aussi énormément d'avancées au niveau de ça, hein, avec tout ce qu'ils trouvent et tout ce qu'ils font. Voilà, et même hier, j'ai entendu il y a peu de temps, ils vont essayer de créer une application pour les Français générée par IA au lieu de demander à ChatGPT ou je sais pas quoi pour dire ce que tu as comme symptôme, une maladie, etc. et quel traitement pourrait être bon pour toi ou s'il faudrait aller voir ton médecin traitant. Tu Ouais, 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 ouais. Ah ouais, bah, c'est vraiment tous les secteurs, on le vit là, hein. On le vit actuellement. C'est vraiment vois. Bah oui, tous les secteurs qui sont bouleversés. Mais en fait, je te dis, ça va créer un espèce de déséquilibre. C'est que vont devenir tous ces inutiles mis sur la paille par l'intelligence artificielle et la robotique. Que vont-ils devenir? Et c'est là où on comprend mieux justement un petit peu l'agenda de dépopulation. C'est que, ben, techniquement, il n'y a plus besoin d'autant de monde. Tu vois. bah oui, Et le truc incroyable aussi qui va se passer, c'est que, bon, là, on le voit déjà, il y a plein de petites entreprises qui ferment. La période Covid, tout ça, c'était vraiment destiné à zigouiller les petites entreprises. D'ailleurs, ben, c'est tous les GAFAM, hein, tous les géants d'Internet qui, eux, ont connu une explosion, hein, Netflix, Amazon, pendant la période Covid, ils ont vraiment connu une explosion. Et derrière, c'est le coût de production. Avec l'intelligence artificielle, le coût de production, ce qui coûte le plus cher, ben, c'est les ressources humaines dans la production de quelque chose. Et toutes les ouais. entreprises qui ne vont pas avoir le budget pour s'automatiser vont avoir des coûts de production qui sont énormes. Donc elles seront plus compétitives. Et les seules entreprises aujourd'hui qui vont avoir l'argent pour pouvoir s'automatiser, bah, c'est déjà des entreprises qui sont leaders dans le secteur. Donc ils vont bientôt s'intéresser à d'autres secteurs qui sont encore, on va dire pour l'instant, à la main de certains artisans, mais ils vont s'intéresser à ces secteurs-là simplement parce qu'avec l'intelligence artificielle et la robotique, ils vont pouvoir être beaucoup plus compétitifs. Tu vois, et Ah donc, bah oui. ben, tous ceux qui ne vont pas avoir les fonds à investir pour pouvoir se robotiser vont tout simplement disparaître parce qu'ils seront plus compétitifs. Bah, c'est ça. Et Puis bah c'est malheureusement, et la mondialisation, c'est ça. Au final, ce sera quelques grandes multinationales qui géreront tous les secteurs, mais vraiment tous les bah, secteurs.
C'est ça, ceux qui ont pris le filon au bon moment et qui vont vite avancer avec, et du coup, les autres qui n'ont pas pris le filon au bon moment, ils vont vite y perdre et puis jusqu'à se faire écraser. C'est exactement ça. Hein. Moi, c'est ce que je pensais dès le début, de toute façon. Mais je vais revenir à ce que tu disais, c'est comme il y en a qui travailleront plus et tout, mais comme tu dis, c'est l'agenda 2030. Comme disait Jacques Attali, hein, il y aura 3 catégories de citoyens. Ah, je pense que on va vers là-dedans. Hein. Ah ouais, mais Jacques Attali, il voit très clair là-dedans, oui. Bah C'est oui, clair. oui. Non, mais c'est ça, on est d'accord, tu vois. De toute façon, à Bah, chaque fois que moi j'entends des choses et tout, que je vois, je corrélère tout ça. Et enfin, pour moi, maintenant, c'est plus que logique et c'est sûr que ça va arriver en pleine dans notre figure. Mais bon, après, bah, il y a les, ça. les trois catégories de Jacques Attali, pour ceux qui les connaissent pas, c'est le milliardaire nomade, donc le riche nomade, qui voit le monde et les pays comme des hôtels, donc qui en fait est partout chez lui, à travers le monde, qui peut se déplacer, qui peut voyager. Au milieu, il y aura une classe moyenne qui imaginera un jour pouvoir accéder à la classe du haut, mais qui en fait ne s'imaginera pas tout le temps accéder à la classe du haut, mais qui sera en fait dans la peur perpétuelle d'atteindre la classe du bas. Et la dernière classe, la classe du bas, c'est aussi des nomades, mais c'est pas des nomades qui voient le monde comme un supermarché ou les pays comme des hôtels. Non, c'est des nomades qui vont se déplacer pour pouvoir se nourrir uniquement. C'est exactement ça. Quand on analyse tout, l'IA, perte d'emploi, la dette, dégringolement. Ah, mais Moi, là, j'ai pensé aussi. ça va ultra vite, là. Bah oui, puis j'ai pensé aussi pour instaurer plus, je pense, vu que ça va avance à grands pas l'IA et tout, instaurer plus rapidement le revenu universel. Hein. Et quand on voit les choses qui se mettent en place déjà en Angleterre, même sur pas le crédit social, enfin, c'est pareil, c'est la même chose, on finira comme ça. Mais merde, l'identité numérique et tout, etc. Ça va vite prévenir à nos portes en France. Hein. Ça, faut le savoir, les gens. Hein. Ça va très vite venir à notre porte et ça sera le début de leur plan. Une fois que ça sera mis en place, bah, je peux vous dire que ça va être difficile d'enlever tout ça. Et puis, ils vont enchaîner tout le reste. Les taxes carbone, machin, la taxe carbone, etc. Ils vont tout mettre. De Bah, toute façon, même. là, ce qui est en train de se passer, c'est que d'après les prévisions, d'ici 2027, c'est 50% de la population actuellement active qui sera mise au chômage. Donc, il va y avoir une énorme crise. Et cette crise, ils vont la laisser faire. Parce que, en fait, c'est d'abord créer le problème et ensuite apporter le Ensuite, remède au le problème. REM. Et le remède au Exactement. problème, c'est ce que tu dis, ce sera ben, le salaire universel. Sauf que pour avoir accès à ce salaire universel, eh bien, il faudra passer par l'identité numérique et les gens Voilà. sortiront d'une telle période de crise et d'une telle période de traumatisme qui vont se précipiter vers ça, justement, pour pouvoir sortir de la pauvreté. Et oui, on va rentrer dans un monde complètement dystopique. Hein. Et comme tu le disais, le crédit social, ben, de toute façon, une fois que tu donnes aux gens de quoi pouvoir vivre. Alors avec ces monnaies programmables qu'il faudra dépenser dans un certain laps de temps, qu'on ne pourra pas épargner, Mm. les gens, bah, ce sera le monde promis par Klaus Schwab. Vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Et tout le monde louera. En fait, tu loueras ta voiture, tu loueras ton logement, tu loueras tes meubles, tu loueras ton frigo. Et puis le jour où tu es un mauvais citoyen et qui décide de te couper tout ça, eh bien, tu n'auras plus rien du tout. Plus rien, même pas Exactement. pour t'en sortir. Tu pourras même pas te dire, tiens, pour m'en sortir, je vends le frigo. Non, le frigo ne t'appartient pas. T'as pas payé ta traite sur la location. Eh bien, ils viennent chercher le frigo. Tu vois, ça va être atroce. Hein, putain. Ça, il ne faut pas avoir peur. Ouais, il ne faut pas Certaines avoir peur. personnes qui disaient. Non, mais il y en a qui s'en Mais contenteront. Et puis, certainement que le monde que nous, on a connu aujourd'hui, bah, petit à petit, dans la mémoire des gens, ça s'éloignera. Et puis, les gens accepteront ça. Enfin, bon, moi, je le souhaite pas. Mais après, je sais pas encore si on sera. Si, je pense qu'on sera là encore. Mais voilà, cette moi, si, transition, je en tout cas, elle pense. va être très difficile. Hein. Sincèrement, si, je pense que même si c'est pas au pire des cas, si c'est pas 2030 déjà d'ici jusqu'à 2030, il y aura énormément de choses qui auront avancé. Donc je pense qu'on sera déjà dans l'ère
tous à l'identité numérique, que de toute façon personne n'ouvrira leur gueule et que tout le monde acceptera. Donc ça sera déjà passé pour moi, c'est une certitude quasi. Bah, je pense qu'il y aura Euh, toujours, il y aura quand même une bonne catégorie de réfractaires. Moi, j'évalue à peu près à 20%. ouais, oui, Mais il bien y aura sûr. des réfractaires à ça de toute façon. Alors ils nous trouveront un nom, hein. Ils nous trouveront un nom comme ils l'avaient fait pendant la pandémie en nous appelant les anti-vax ou les complotistes. Ils trouveront un nom pour ça aux gens qui sont réfractaires à l'identité numérique et à ce monde totalement sous contrôle. Non, mais c'est ça. Mais même, du coup, comme je disais, si c'est pas 2030, allez, au plus tard 2035, mais je vois pas le truc arriver encore plus tard. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont amorcé, tout ce qui commence à... Ils ouvrent des portes un peu de partout. Pour le moment, je pense pas que ça sera 2040, 2050. Non, 2030, 2035 au plus tard. On sait jamais ils arrivent à être un peu bloqués ou ralentis. Mais pour moi, ce sera dans ces eaux-là, quoi. Donc je Bah, pense que sincèrement, on la, sera encore là. la crise de toute façon, elle est inévitable. On arrive, elle a déjà commencé, on est en plein Mais dedans. ouais, c'est ce que j'allais dire, merci. On y est dedans quand même, Ouais, Lou. on est dedans, là, on est au bord du précipice et puis on a commencé à tomber, tu vois, mais comme dans les dessins animés, tu vois, où t'as le bonhomme, tu sais, il arrive au bord du précipice et puis pendant 2 secondes, il a les pieds dans le vide, tu vois, mais il a pas commencé à Ouais. tomber encore. Bah, on en est là, tu vois. Et là, Ah on non, est en mais train de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas et puis on va commencer à tomber c'est d'un ça. coup, mais ça va aller très, 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 très vite. Ouais, mais c'est ça exactement. C'est qu'après, une fois que c'est parti. Hein. Si personne ne dit rien, de toute façon, ils jugent comme ça, là, au mécontentement. S'ils voient que ça bouge pas, ils continuent. Regarde là, j'ai appris aujourd'hui, on n'aura plus le droit à partir de novembre 2026 ou de cette année. Ouais, Euh, comment ça, les, le découvert. ouais, les découvertes. Ouais, Tu les seras découverts vont être maintenant traités comme des comme crédits. si tu es... Ouais, voilà. Et tu seras comme si tu étais fiché à la banque, je sais plus quoi de France, un truc comme ça. Non, mais il faut arrêter. Et puis, il Bah, y a un c'est autre truc. que un découvert qui n'excède pas 200 euros, ils accepteront encore de te l'accorder à certains taux d'intérêt. Après, un découvert qui excède 200 euros, c'est là où ils vont se mettre à analyser tes données de comportement économique. Tu vois. Non, mais c'est ça. Et par rapport à C'est... ça, ils te prêteront ou pas, ou à tel taux et à tel taux. Tu vois. Ah, mais c'est ça. Déjà mais en fait, c'est justement pour enfoncer encore plus les personnes qui, déjà en temps normal, ont du mal à tenir les 16 du mois. Mais ceux qui tiennent pas jusqu'au 16 du mois, mais ça va être une hécatombe pour eux. Ça va être, ça va être leur situation vont empirer encore de pire en pire. Donc c'est pour ça que je te dis qu'ils avancent pas à pas, parce que regarde, rien que ça, c'est fait pour tuer encore cette partie de personnes qui déjà en temps normal galère, mais encore là, on va leur enfoncer encore plus des clous dans les pieds, quoi. Ouais. Et moi, tu vois, tout ça, je sais que tu es déjà passé sur ces étapes-là. On n'a pas le même âge et j'ai pas eu l'ouverture d'esprit aussitôt que ça, mais ça me rend d'une rage folle tout ça, mais c'est inimaginable. Je te jure, des fois, j'ai envie de monter là-haut et tous leur défoncer leur gueule. Ah, Bref. ça se passera peut-être à un moment, hein, mais Ouais, c'est ouais, pareil. Je ouais, veux bah, dire, si on le sent comme ça, c'est que je me dis, il l'anticipe aussi, tu vois. Il y aura, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure dans le clavardier qui disait, oui, les réfractaires seront éliminés. Ouais, si on se rebelle, il y a de fortes chances qu'en face, on se mange une des plus grandes violences, hein. Souvenez-vous de ce qu'ils ont été capables de faire aux Vendéens, les réfractaires au progrès, on va s'en manger plein la tronche. Bon, Mika, je te remercie de il ton y a, témoignage, en tout cas. y a pas de souci, Lou. Bah, écoute, je te souhaite une bonne soirée, bonne continuation. Continue comme ça. Force à toi, à ta Lou, à tout le monde. Petit bisous à la meute. Merci et soigne-toi, hein. Ouais, merci, c'est cool. À plus, Allez, salut. ciao. Bon courage. Merci. Euh, ouais, les transporteurs, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, mais ils bossent dessus. Et à partir du moment où ils bossent dessus, ça va arriver. Tiens, j'ai oublié aussi, mais l'industrie du cinéma, c'est pareil. Les effets spéciaux, avant, t'avais des graphistes qui bossaient dessus, des animations en 3D, dans des logiciels d'animation 3D qu'il fallait maîtriser. Tout ça, c'est en train d'être révolutionné. Et ils sont déjà en train de tester leur truc. Déjà, à la base, sur la reconnaissance faciale, le plus grand fichier qui a été utilisé, ben, c'était les réseaux sociaux en général et Facebook, notamment Facebook. Et aujourd'hui, ben, tout ça, c'est des données. Mais tout ce qui s'est passé récemment, c'est des données. Tu sais, les gens qui font les gens qui font des tests ADN pour connaître leurs origines, Ouais.
Et ben derrière, les tests ADN, ils sont envoyés au FBI. Les gens qui ont fait des tests PCR, tous les écouvillons des tests PCR, quand se font tester, ils donnaient leur nom, leur identité, et en même temps, ils donnaient leur ADN en faisant un test PCR. Et d'ailleurs, dans une enquête criminelle, tu vois, comment dire, les policiers viennent sur place, eh bien, ils vont regarder une zone, une scène de crime et ils vont relever l'ADN sur la scène de crime. Et après, cet ADN, il faut le séquencer. Tu sais comment ça s'appelle, ce séquençage? Ça s'appelle un PCR. En fait, les ADN, les gens ont donné leur ADN pendant la pandémie sous le prétexte de se faire tester, et leur ADN a été séquencé sous prétexte de rechercher le virus, mais derrière, c'est parti dans des bases de données. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui fait que toute cette automatisation, elle est possible, c'est qu'ils récoltent des données partout. À chaque fois qu'une entreprise de la tech se crée, elle a besoin de données, donc il y a des entreprises qui se créent aussi pour fournir ces données. Et sur la reconnaissance faciale, c'est la même chose. Vous avez vu t'as déjà téléchargé des trucs sur Internet, et puis à un moment, on te demande de remplir un petit puzzle, un captcha, tu vois, où il y a Oui, des images, et on va te demander, ben, coche toutes les images où il y a une moto, ou coche toutes les oui, images oui. où il y a... T'as déjà vu ces trucs-là? Eh bien, Oui, en plein de fait, fois, oui. oui, bah ça, en fait, ça aussi. Ça a servi, ça a créé de la donnée, de la donnée, de la donnée pour les intelligences artificielles, pour qu'elles apprennent à reconnaître des éléments dans des images. Tout ça, en fait, on le faisait Mais, parce que mais, mais, soi-disant c'était une sécurisation, mais en vérité, non, c'était des données qui étaient récoltées derrière. mais tu as vu, avec un peu de hauteur, en fait, ils nous ont décortiqué comme un puzzle, justement. D'un coup, dans un coin, ils prennent notre voix, dans l'autre, notre visage, dans l'autre, l'ADN. Après, avec nos images, ils peuvent faire nos avatars qui nous ressemblent. En fait, ils peuvent nous reconstituer artificiellement, en fait. Ah ouais, mais moi, je dirais même plus loin que ça. Je pense qu'au niveau de l'ADN, ils cherchent quelque chose. Ils cherchent quelque chose ou quelqu'un. C'est pas possible, tu Oui. vois. Je sais pas, il y a, Alors, pour je vais s'intéresser t'expliquer à un ce truc point-là à parce que l'ADN. donc en fait, c'est pour les riches, quoi. C'est bien beau de montrer ce qui existe, sans parler de ce qui existe déjà depuis 10, 20 ans qui nous montre pas, quoi. Bah, le but, c'est ça, en fait. Oui, ce sera pour les riches, et c'est pour ça qu'il va y avoir besoin enfin, il va y avoir, de toute façon, c'est déjà en cours, une grande réduction de la population mondiale. Et ces gens-là Mhm. sont en train de se mettre à l'abri pour après. Voilà. Après, ils n'auront pas besoin de chirurgiens. Ils n'auront pas besoin d'avoir gardé des gens qui ont particulièrement des connaissances, puisque ces gens-là, de toute façon, sont menacés directement aujourd'hui et sont déjà en train de disparaître. Donc, ils sont vraiment, oui, en train de se mettre à l'abri de ce côté-là. Je pense qu'ils font des réserves de sang, et en même temps, ils font des réserves d'organes, et puis Et ouais. ils conservent tout ça. Et plus tard, dans l'avenir, ben, quand il leur arrivera quelque chose, ben, ce sera directement dans un medbed. Tiens, puisque les gens aiment bien les medbeds, tu auras directement un medbed où les mecs ils rentreront dedans, et puis ils se seront transplantés un nouvel organe. Voilà, mais comme tu dis, ça nous sera pas accessible à nous. Mais en fait, on sera toujours en retard. Donc, Bah, déjà, il y a des technologies qui ne seront jamais accessibles au grand public. Parce que à l'armée, par exemple, ouais, que l'armée ont déjà, ouais. ouais, et puis qu'ils ont aucun intérêt à produire en masse. Il y a des pouvoirs qu'il ne faut pas Bien donner au sûr. peuple, tu vois. Donc, Mhm. ouais, ouais, Mais ouais. je vois très bien Et ce par que tu veux exemple, dire. ce que tu disais sur les métiers, tout ça, bon, c'est vrai que c'est c'est dur de garder son métier, mais aussi d'en trouver un nouveau durable. Est-ce que tu me disais des informaticiens qui même sont remplacés, à mon avis, maintenant, moi j'ai subi ça dernièrement, même actuellement, un informaticien qui cherche mes données personnelles pour les diffuser. Et en fait, j'ai l'impression que les informaticiens, s'ils galèrent à trouver du taf, en fait, ça va être des délateurs, des personnes qui vont voler vos données pour les revendre à l'IA, quoi. En fait, des nouveaux pirates, quoi. Bah, c'est ça, mais ça se fait déjà énormément. Ça se fait déjà Oui, énormément. Je te déjà. dis, à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise de la tech qui se lance, elle a besoin de données, puis ça génère à chaque fois d'autres entreprises qui vont se créer derrière pour fournir Mhm. ces données à des data centers qui vont servir de modèle d'entraînement pour les intelligences artificielles. Ouais. Les données de la santé aux États-Unis, voilà, c'est un mystère pour personne. Ils ont déjà accès aux données de santé des gens, et les gens, en fonction de leur état de santé, bah, ils vont payer leur mutuelle plus ou moins cher. Et ces données-là, d'ailleurs, après, elles seront liées comment dire, à l'identité numérique directement, toujours sous prétexte, toujours sous prétexte de sécurité.
Voilà, pas exactement combien de temps ça fait, mais je devais avoir 18-19 ans, un truc comme ça. Vraiment, je devais être vraiment dans les débuts. Et je suis parti donc dans ce stage. Mais je suis arrivé, mais il y avait trois, comment dire, trois activités dans ce stage. La première activité, c'était t'apprenais à faire un CV, et j'étais avec des gens qui ne savaient pas écrire leur nom. J'étais avec des gens là-dedans, dans cette association Oh. donc financée par le Pôle emploi. J'étais avec des gens qui ne savaient pas écrire leur nom. Donc déjà, je me disais, qu'est-ce que je foutais là et tout. Et en fait, tu te rends compte que le truc, c'était un truc d'intégration pour les migrants et pour les étrangers. Tu vois, pour qu'ils apprennent à faire un CV en français. Et moi, je m'étais retrouvé là-dedans juste parce qu'il n'y avait pas de boulot. Et le deuxième cours, c'était des cours de théâtre. On faisait donc du théâtre. Et donc là, c'était pour leur donner le fait de pouvoir s'exprimer en public, s'exprimer devant les gens. Et puis le dernier truc, c'était des cours de djembé. Donc voilà ce que je faisais en fait. Et ça, c'était financé par l'État. C'était financé par l'État. Et aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se montent comme ça, tu vois, pour fournir des stages à Pôle emploi, mais qui ne servent à rien, mais strictement à rien du tout, tu vois. Si, Et ça sert à baisser les chiffres pour faire semblant qu'il y a moins de chômage. ouais, mais ça sert surtout à faire fuir, à faire s'écrouler l'économie française aussi. Parce Oui, que oui, oui, c'est clair, oui. il y a aucune cohérence à faire des formations dans des trucs qui vont rien t'apporter, tu vois, mais strictement rien t'apporter. Donc, et tout ça, ça fait partie réellement de cette phase d'effondrement. Et ça, faudrait plus le dénoncer. Un jour, j'ai trouvé du travail à Carrefour, je vous jure, hein, j'ai trouvé tout seul. Je suis allé poser mon CV, j'ai fait mon entretien d'embauche et tout, et ils m'ont dit, bon, ben, tu reviens tel jour et on signe le contrat. Le jour où je me suis pointé dans le bureau du mec pour aller signer le contrat, il y avait une bonne femme de Pôle emploi qui était là. Et elle me dit, oui, tiens, faut que vous signiez ce document, tout ça, parce que ça permet à Carrefour d'avoir des abaissements. Et puis nous, au niveau de nos statistiques, ça prouve qu'on vous a trouvé un emploi. Je fais, mais qu'est-ce que vous foutez là? Je fais, en fait, moi, j'ai pas trouvé un emploi par vous. Je fais, j'ai trouvé un emploi tout seul. Pourquoi je devrais signer un papier comme quoi c'est vous qui m'avez trouvé l'emploi? Elle me dit, non, mais si vous le faites pas, vous n'allez pas avoir l'emploi. Parce que si vous le faites pas, il n'aura pas la réduction sur le fait qu'il est passé par Pôle emploi. Et c'était un business, le truc. C'était un business, tu vois. Et ça existe encore. Ça, ce dont je te parle là, Voilà, ça ben, existe encore juste actuellement. juste une petite anecdote, ça me rappelle une fois un pote qui était maçon à la mairie d'un village, et lui c'était un vrai maçon qui montait des fenêtres et tout ça, et à la mairie il se faisait chier quoi. Il dit j'arrête, et je dis tu sais quoi, j'enchaîne, je vais te reporter mon CV, il y aura une place. Et 3 semaines après j'étais à un rendez-vous, il y avait moi et 7 personnes dont 6 de la communauté gitane, et dans le hall ils étaient là, c'est tranquille, hein, ici t'es là, tu fais rien, tu prends le camion, t'es tranquille hein. Ben moi, je me suis dit, ben super, c'est clair, je vais avoir la place. Et j'arrive, il y avait une réunion, et pareil, il y avait un type sur le côté qu'on voyait pas. Et j'ai été refusé, ils ont pris justement le mec qui se vantait qu'il allait rien foutre. Et après, j'ai appris que c'était un mec de Pôle emploi qu'il a une prime lorsqu'il sort quelqu'un du RSA. Et moi, comme j'avais l'âge handicapé, c'est pas intéressant de m'embaucher. Voilà la vraie raison. Et le mec avait une prime et c'était quelqu'un de Pôle emploi qui était là au rendez-vous, quoi. Lui, il Ouais. cherchait du travail en boulangerie parce qu'il s'est dit, voilà, boulangerie, tout ça, c'est un savoir qui ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle. Et en fait, ben, quand il s'est pointé dans les boulangeries, ben, il était super motivé, tout ça. Il a eu des entretiens. Et à l'entretien, le mec, il lui a dit, non, mais en fait, on n'a pas besoin de t'embaucher. Nous, on embauche des stagiaires qui nous coûtent beaucoup moins cher. Et puis quand le stagiaire, il arrive en fin de contrat, ben, on embauche un autre stagiaire, tout simplement, tu vois. Donc, Mais ils s'en cachent même plus maintenant. bah ouais, mais ils essayent de réduire les coûts, eux aussi, tu vois. Mais Ah les ouais. coûts, en fait, réduire les coûts, ben, ça coûte de l'argent public systématiquement, tu vois. Parce que ça, c'est Et Pôle du coup, emploi tout ce qui les paye, bordel les stagiaires. tout ce bordel avec l'IA, ça va être encore pire, hein. Ouais, ouais, Toute bah, cette bah oui. administration, tous ces trucs mal gérés avec l'IA, ça va être le bordel complet. Ou sinon, il y aura une ligne directive vraiment inhumaine, encore pire, quoi. Je Mais là, n'ose va y pas avoir une imaginer crise ce que ça va majeure. être. Là, va y avoir, dans les 2 ans à venir, là, va y avoir une crise majeure. Je dis, les prévisions 2027, c'est 50% des emplois qui ont disparu. Vous imaginez? Et 50% des actifs, hein. Ça veut dire, ça compte pas toute la population, ça compte ceux qui bossent. 50% des gens qui bossent aujourd'hui auront perdu leurs emplois dans 2 ans. On va vers une Non, mais crise c'est ça, majeure. ça va vite, hein. C'est comme la dermatose bovine, c'est dans tous les corps de métier, on est attaqué. Là, ils ont tout accéléré.
Ils vont être obligés de déclencher quelque chose. Ils vont être obligés de déclencher une guerre, ils vont être obligés de déclencher un truc, une nouvelle pandémie où ils vont accélérer la dépopulation, mais ils vont être obligés de Hmm. faire ça parce que là, c'est dans les 2 ans à venir. Donc, C'est ça. on est mal barré. On est vraiment à une époque charnière. Ça va pas être drôle, hein. Va falloir être solide, les gens. Là, je vous assure, va falloir qu'on soit solide, hein, parce que ça va être C'est drôle pour clair. personne, je crois, hein. Ça va être drôle pour personne. Et ça, je pense que nous devrions changer notre regard sur la réalité que nous vivons actuellement. Parce que quand Marc m'a proposé le thème de ce soir, qui était de prospérer dans l'espoir, je dis, tu sais que j'ai fait une conversation du lundi qui justement disait que je faisais l'éloge du désespoir, parce que lorsqu'on est dans l'espoir, on est dans l'inaction, puisqu'on espère, comme le disait Louis Fouché tout à l'heure, on espère un sauveur qui va venir nous sauver, et quand on espère, on est démobilisé. Alors, Thierry, que j'ai rencontré pour la première fois en vrai ce soir, parce que on est une famille qui ne se connaît pas en vrai, et c'est aussi pour cela que j'ai accepté de me déplacer. C'est que Thierry vous a cité plusieurs films de cinéma. Moi, je suis un passionné de cinéma, et j'avais envie de commencer mon intervention en vous racontant, en vous rappelant en tout cas, ce très très beau film qui a eu plein d'Oscars, qui est La Vita è Bella, avec Roberto Benigni. Et je trouve que ce film est une allégorie extraordinaire de ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait finalement? Il fait croire, il fait croire à son fils que c'est un immense jeu que d'être dans ce camp de concentration. Et Étienne Chouard nous a parlé de prison tout à l'heure. Et effectivement, nous sommes dans une prison. Ça, Platon nous l'avait déjà dit bien avant. Et le génie du papa vis-à-vis de son fils, c'est d'inviter son fils à changer de regard sur la réalité. Et je me suis dit, mais finalement, c'est à cela que les événements que nous vivons, au moins depuis 2020, nous invitent. C'est à changer notre regard sur ce que nous vivons, changer notre regard sur notre existence. Et en préparant cette conférence, j'ai repensé à une tradition amérindienne dont on parle au Québec, qui est que lorsque nous mourrons, nous serons face au grand aigle qui va nous poser 3 questions fondamentales. Première question, comment as-tu aimé? Deuxième question, qu'as-tu fait de ta vie? Et troisième question, à quel projet as-tu participé qui te dépasse et qui est au service du collectif? Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, finalement, c'est un peu ça que nous sommes invités à faire. Parce que si, effectivement, nous nous posons la question de, mais qu'est-ce que nous avons fait de notre vie depuis début 2020? Comment avons-nous aimé? Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Et à quel projet plus grand que nous avons-nous participé pour le bien de la communauté? Finalement, c'est cela que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires nous invite à faire. C'est à grandir en conscience, en amour, en compétence. Et c'est là que je vous invite vraiment à changer votre regard sur la vie. J'ai dit dans certaines de mes vidéos que je considère que la vie devrait être regardée du point de vue de l'âme, c'est-à-dire d'être au-delà de la vie. C'est que nous ne gagnerons jamais le combat que nous menons contre cette oligarchie, cette élite mondiale, sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur le terrain de l'existence incarnée, sur le terrain
de la matérialité, nous ne gagnerons pas. Par contre, ils sont là pour nous faire grandir et pour nous reconnecter à ce que Étienne Chouard appelait tout à l'heure notre souveraineté. Ils sont là simplement pour nous faire grandir. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition spirituelle qui dit que Dieu, à un moment donné, a proposé aux anges de venir faire l'expérience de l'incarnation et de faire l'expérience du libre arbitre et de voir s'ils étaient capables d'être dans l'amour tout en ayant le libre arbitre. Et les anges ont été effrayés par l'épreuve qu'on leur proposait et ils ont refusé la proposition de Dieu. Puis Dieu a proposé ça aux humains, qui probablement étaient un peu inconscients, je vais dire. Et les humains, eux, ont accepté en disant, bon, bah, le libre arbitre, ça a l'air chouette, ça a l'air sympa, donc on va aller faire l'expérience. Et Dieu a dit aux anges, eh bien, vous qui avez refusé cette expérience, vous allez aider les humains dans leur épreuve sur Terre, chaque fois que les humains vous demanderont de l'aide. D'ailleurs, j'ai rencontré un jour, à l'époque où je faisais de la prospection commerciale au niveau de mon entreprise, j'avais rencontré un banquier qui m'avait dit, mais vous savez, Monsieur Crèvecoeur, il y a des choses dont les médias ne parlent jamais, et c'est un drame absolu, c'est qu'il y a des centaines de millions d'anges qui sont au chômage parce que les humains oublient de leur demander de l'aide. Et venant d'un banquier, je trouvais ça extraordinaire. Donc, si je reviens à cela, c'est pourquoi? C'est parce que ma conviction profonde, quand je me pose la question de mais c'est quoi le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je me bats? Et je peux dire effectivement, comme le disait Marc, ça fait très longtemps que mes yeux se sont ouverts et je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais j'avais 18 ans et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le monde était corrompu, que le monde était pourri et je n'ai été que de prise de conscience en prise de conscience. J'en ai 64, donc ça fait, si je compte bien, ça fait 46 ans que je suis résistant, ça fait 46 ans que je suis complotiste, ça fait 30 ans que officiellement je suis gourou d'une des sectes les plus dangereuses de France d'ailleurs, hein, quand même, et je suis conspirationniste, complotiste, antisémite, d'extrême droite, misogyne aussi, enfin bon, je ne sais pas d'où tout ça vient, mais voilà. Mais pourquoi est-ce que je continue? C'est parce que je me suis souvenu de ma scolarité. Vous allez croire que c'est un peu décousu tout ce que je vous raconte, mais le fil, il est très très clair à l'intérieur de moi en tout cas. Je me suis souvenu de ma scolarité et quand je recevais des problèmes de mathématiques, vous entendez le vocabulaire d'ailleurs, les profs nous donnaient des problèmes. Est-ce que c'est pas ça que les politiciens font avec nous? Ils nous donnent des problèmes en permanence. Mais à l'époque où j'étais à l'école, j'ai jamais pensé même à faire une grève ou à essayer de voter pour la destitution du professeur qui nous donnait des problèmes. Parce que j'avais compris l'intention pédagogique qui était là. L'intention pédagogique, c'était de m'apprendre à résoudre des problèmes. Est-ce que c'est pas ça que nous sommes en train de vivre sur cette planète? On a, entre guillemets, les méchants élites, les méchantes élites, la minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui est en train de nous poser des problèmes. Et moi, je vous propose de changer votre regard un peu comme le papa incarné par Roberto Benigni le faisait avec son fils, en disant, mais en fait, nous sommes dans une grande école et la seule chose qui compte sur cette terre, c'est de savoir qu'est-ce que nous serons capables de répondre au grand aigle à la fin de notre vie. Comment ai-je aimé? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et à quel projet plus grand que moi, qui me dépasse, ai-je contribué pour le bien de l'humanité? Et pour moi, tout le reste
n'a aucune importance. Et c'est pour ça que je ne perds absolument pas l'espoir, malgré tous les efforts que j'ai investis depuis des dizaines d'années pour sauver le monde. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en essayant de sauver le monde, en essayant de transformer le monde, la seule chose que j'ai réussi à transformer, c'est moi-même. Et comme il reste 21 secondes et que je vais respecter le temps, je terminerai par... Non, je ne vais pas être capable. Là, il reste 10 secondes. Là, je ne vais pas être capable. Mais parce que je vous ai parlé de famille au début, je ne vous ai pas encore parlé de famille. Mais effectivement, vraiment, le cadeau qui nous a été fait, c'est que beaucoup de consciences se sont éveillées en 2020. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du moment où vos yeux se sont ouverts, il est impossible de les refermer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Ce qui veut dire que cette minorité de psychopathes milliardaires, là, ultimement, ils vont perdre. Peut-être que nous serons morts déjà, mais ultimement, ils vont perdre parce que, en fait, le nombre de personnes dont les consciences s'ouvrent est de plus en plus grand parce qu'il n'y a aucun retour en arrière. Il n'y a personne qui a ouvert les yeux à un moment donné, qui a refermé les yeux par la suite. C'est impossible. Moi, j'ai ouvert les yeux en 1979, j'avais 18 ans, et j'ai été à un de mes premiers cours, j'étais étudiant en physique, puisque j'ai fait une maîtrise en physique quantique, et en première année d'université, j'étais dans une université en Belgique, notre professeur d'histoire des sciences nous a révélé que la science n'était pas la recherche pure et désintéressée du savoir, et que l'essentiel de la recherche scientifique était financé par le complexe militaro-industriel. Je suis tombé en bas de ma chaise. J'avais 18 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à m'informer sur tout. Et plus je m'informais sur plein de sujets différents, plus je me suis rendu compte que, effectivement, le monde était pourri. Mais c'est pas ça qui m'a découragé. Ce qui s'est transformé à l'intérieur de moi, c'est que je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est juste là pour me mettre à l'épreuve, pour que je sorte la preuve. L'étymologie de épreuve, c'est exprobere en latin, c'est-à-dire prouver à l'extérieur. C'est sors-moi ta preuve. Donc chaque fois que nous sommes mis à l'épreuve, nous sommes invités à sortir la preuve que nous sommes capables de mettre nos valeurs en lumière. Et c'est là où nous sommes en train de former une famille extraordinaire. Ce que Alain Damasio, l'auteur de romans, appelait dans une de ses interviews il y a quelques années une révolution fractale. Ce qu'il disait, c'était que, à la faveur de toutes les actions coercitives que nous subissons depuis quelques années, il y a une multitude d'initiatives totalement invisibles qui se font à travers le monde. Et ce que Alain Damasio voyait à un moment donné, c'était une situation où toutes ces initiatives bénévoles, citoyennes, allaient se fusionner, enfin pas fusionner, allaient faire un réseau relié naturellement comme une immense famille, une immense toile d'araignée de lumière. Et j'aimerais terminer par cette phrase de Marianne Williamson dans son livre Un hymne à l'amour, discours qui a été repris d'ailleurs par Nelson Mandela au moment de son investiture en tant que président de l'Afrique du Sud. Alors, je ne vous fais pas tout le texte, mais je vous donne la première et la dernière phrase. La première phrase, c'est « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous sommes petits et limités. Notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. » Ça, c'est la première phrase. Et la dernière phrase, c'est que Marianne Williamson dit « Au fur et à mesure que nous laissons rayonner notre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission
de faire de même. C'est ce à quoi je vous invite, c'est laisser rayonner votre lumière et votre puissance. Et ça, c'est contagieux et il n'existera jamais aucun vaccin contre cela. Merci. Merci beaucoup, Jean-Jacques.